Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis auditeurs, amis auditrices. Nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de lecture. Et cette fois-ci avec un roman, celui de Faizagen. Kif Kif demain, ça vous dit quelque chose? C'est un livre qui a paru en 2004 et qui a été honoré de plusieurs prix de jeunesse notamment. Il s'agit d'une jeune trentenaire aujourd'hui qui était à Alger au dernier festival du livre de la jeunesse en 2014 et qui est pétillante, vivante, fraîche, étonnante de simplicité, de spontanéité et en même temps de densité. Voilà. C'est une jeune fille, donc française d'origine algérienne, comme on dit. Elle est donc présentée en France comme une figure de la jeune littérature française. Mais pour nous, elle reste algérienne. Parce que d'abord, ces personnages ne pourraient pas exister si elle n'avait pas été fille d'enfants immigrés originaires de Ain Témouchent. Si vous nous faites le plaisir d'écouter la lecture de cet ouvrage, vous le verrez vous-même. Elle a écrit 2 ans plus tard Du rêve pour les oufs et 2 ans plus tard encore Les gens du Balto. Et ce dernier livre qu'elle est venue présenter donc au Féliv 2014, qui s'appelle Un homme, ça ne pleure pas, eh bien, est venu un peu plus tard. Et puis, elle nous a annoncé à ce moment-là que elle allait prendre un peu de répit par rapport à l'écriture, en tout cas l'écriture à publier, parce que je crois qu'elle ne peut pas se passer d'écrire depuis qu'elle est toute petite. C'est ce qu'elle dit. Et comme elle est réalisatrice de cinéma, eh bien, elle va s'y consacrer dans les années à venir. Et puis, elle a un grand projet également avec Jamel Debbouze. Voilà ce qu'elle nous avait dit quand nous avions eu le grand plaisir de la connaître l'année dernière. Donc, je voudrais commencer à vous lire ce soir Un homme, ça ne pleure pas. Prête-moi ta plume. C'est un livre qu'elle dédie à la mémoire de son père et d'Isabelle Seguin. Prête-moi ta plume. Ces chapitres ont toujours des titres. Et donc ce premier s'appelle « Ça peut toujours servir ». Prête-moi ta plume. Comme dans tous mes souvenirs, il y avait de la nourriture sur la table. Beaucoup de nourriture. Ma mère se plaignait qu'il faisait trop chaud ou trop froid. En tout cas, elle se plaignait. Le padre, lui, était décidé à monter cette fichue parabole. Il avait affiché une expression satisfaite à l'apparition de la première chaîne arabe. On y voyait un moustachu donner les résultats d'un match de football. Il était gros et sa ceinture semblait lui couper la bedaine en 2. Un nouveau monde était désormais possible. Des dizaines et des dizaines de chaînes défilaient sous nos yeux. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Dubaï, Yémen, Jordanie, Qatar. Ma mère semblait émue. Le padre lui offrait enfin le voyage de noces dont elle avait toujours rêvé. Pour moi, fini les sueurs froides au moment de la publicité pour Tahiti Douche. Quelqu'un a vu la télécommande ? Ma mère rougissait, les mains plaquées sur les joues. « Oh, chaud, maman !» Ma sœur Mina.
Voilà ce qu'elles ont gagné, les féministes. Ma mère, écœurée. Fou, les féministes. Ma sœur Dounia, vous allez pas remettre ça. Avant, suite à ce genre de discussion animée, on finissait par éteindre la télévision et replonger dans un silence plombant. Mais depuis que notre vie était tournée vers un autre satellite, ma mère ne jurait plus que par les émissions de cuisine sur Abu Dhabi TV et les feuilletons historiques turcs, doublés en dialectal marocain sur 2M. L'ambiance était devenue un brin plus folklorique à la maison. Le padre, ravi de se rendre utile, après avoir rangé ses tournevis dans la caisse à outils, avait dit en sifflant « Et voilà le travail !» Il adorait bricoler, réparer et récupérer. Surtout récupérer. Notre jardin était devenu un genre de cimetière de la ferraille. Ça débordait de partout. De vieilles machines à laver rongées par la corrosion, de la tôle, des bancs publics, des panneaux de signalisation, une chaise d'arbitre de tennis, une dizaine de machines à écrire, l'enseigne d'une crêperie, des phares de Citroën ZX, un congélateur géant et même 2 chevaux de bois, fatigués d'avoir tourné en rond. On se demandait, mais comment fait-il pour transporter tous ces déchets? C'est simple, il trouvait le moyen. À chaque fois qu'il apportait un nouveau jojo, ma mère faisait de l'hypertension pendant plusieurs jours. Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore faire avec ça? Il avait chaque fois la même réponse idiote. Ça peut toujours servir. Pour lui, rien n'était à jeter. Normal pour un ancien cordonnier. Mais non, ça ne peut pas servir. Si des gens l'ont balancé dehors, c'est bien parce que ça ne sert plus. Mon Dieu, pourquoi il me fait ça? Amenez-moi un verre d'eau. Vite! Mon cœur y palpite. Un verre d'eau. Ma mère grimaçait, se tenait la poitrine et avalait son verre d'eau d'une traite. Un vrai numéro de tragédienne. Au fil des années, elle voyait son rêve de jardin à la française, de haies symétriques et de petits potagers, disparaître sous des amoncellements d'objets rouillés. Elle finissait par s'asseoir sur une chaise, les bras ballants et l'air dans le vague, regarder les fruits imprimés sur la toile cirée pendant de longues minutes. Quand j'étais gamin, le padre disait « 35 ans à clouer des semelles. Tac, tac, tac. Toute ma vie, j'ai usé mes mains pour permettre à mes enfants de travailler avec leur tête. » La réussite scolaire était une chose très importante à ses yeux. À l'arrivée du bulletin de notes, comme à son habitude, « Assieds-toi près de moi et dis-moi ce qu'il y a de marqué là-dessus avant que je signe. » Je lui récitais une à une les moyennes sur 20, les appréciations de l'institutrice, et lui faisais remarquer fièrement qu'il n'y avait aucun point rouge dans la colonne du comportement. C'est bien, mon fils. Je suis content. Lentement, il a posé au stylo bic une petite signature d'illettré, tremblotante, fébrile, qui ne donnait pas le moindre indice sur son caractère bien trempé. Puis il replaçait le capuchon sur le stylo et l'accrochait avec les autres, à la poche de sa chemise à manches courtes, comme un médecin généraliste, bien qu'il ne sache ni lire ni écrire. Pendant des années, ça filait droit. Le padre conduisait sa petite troupe calmement, comme au volant de sa R11 Turbo de 1983. Et puis, il y a eu les premiers virages serrés. Dounia, ma sœur aînée, s'est mise à grandir. Je me souviens de certaines scènes. Le padre, les mains derrière le dos, lui tournant autour comme un inspecteur de la brigade criminelle en plein interrogatoire. Où t'étais? T'as vu l'heure?
Je vais t'apprendre, moi, à me respecter. Tu crois que tu t'appelles Christine? Je crois que ma sœur a souvent eu envie de s'appeler Christine. Aujourd'hui, à peu de choses près, elle s'appelle Christine. Prête-moi ta plume. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان وهدير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وبيت للأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحاف قرآن أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب الحب ديني وإيماني الحب ديني وإيماني Prête-moi ta plume. Deuxième chapitre, Dounia. Prête-moi ta plume. À l'adolescence, Dounia avait une meilleure amie, Julie Guérin. C'est à cette époque que tous les problèmes ont commencé. C'est Julie qui a enclenché le processus psychologique de christianisation de ma sœur. Julie plaisait à tous les garçons du lycée. Elle était élancée, portait des vêtements de marque et tenait un journal intime. L'été, ses parents l'envoyaient en colonie de vacances dans le Languedoc-Roussillon. Sa mère lui permettait d'aller à des concerts le soir et d'accrocher des posters d'un groupe de chanteurs américains dans sa chambre. Je ne me souviens pas de leur nom, mais ils étaient noirs et torse nu. Julie avait aussi des chaussures compensées. Un petit copain, un chat, une chambre qu'elle ne partageait avec personne. Et elle avait même le droit d'organiser des fêtes dans le garage de son père pour ses anniversaires. Pour Dounia, c'était le rêve absolu. Elle était fascinée, à tel point qu'elle acceptait d'être la copine dans l'ombre, celle à qui on dit « Tiens, garde-moi mon sac. » Il faut dire que la vie de ma sœur était tout le contraire de celle de Julie Guérin. Dounia a porté un appareil dentaire pendant ses 3 années de lycée, en plus de sa paire de lunettes. Elle avait de longs cheveux bruns, très frisés, dont elle ne savait que faire et qu'elle tressait et enroulait serré. Ça se terminait par un chignon à 1000 tours complètement informe. En surpoids, elle dissimulait son corps sous de larges polos et des bas de jogging. Elle n'avait pas le droit de sortir, partager sa chambre avec mon autre sœur
Et il n'était question pour Dounia ni de posters, ni de petits copains, ni de vacances dans le Languedoc-Roussillon, et encore moins de fêtes dans le garage. Tout ce qui lui restait, c'était le journal intime. Oui, parce que ça, évidemment, il n'y avait pas de risque que mon père le lise. À force de fréquenter Julie, Dounia se sentait pousser des ailes. Elle répétait « Au moins Julie, elle a le droit de... Et Julie, elle a trop de chance. » Et puis un jour, « Maman, pourquoi tu nous dis jamais je t'aime? La mère de Julie, elle lui dit tout le temps. » Ma mère, abasourdie et demeurée muette. Elle avait écarquillé ses grands yeux bruns cernés de creux. « Pourquoi tu dis ça? Tu crois qu'on ne vous aime pas? » Dounia avait levé les yeux et haussé les épaules. Ensuite, elle a bu une gorgée de limonade, directement au goulot, chose que ma mère détestait par-dessus tout. « Et les verres dans la cuisine, c'est pour décorer? Ça va, c'est bon, j'ai pas le sida, hein ?» Dounia devenait insolente. Et ma mère, comme toujours, sortait son arme de destruction massive personnelle, la culpabilisation. Anjou, feu! Ton grand-père, c'était un révolutionnaire qui a fait la guerre pour libérer son pays. Un homme brave, courageux. On était 10 enfants, nourris au pain sec, et on marchait pieds nus sans se plaindre. Il suffit de regarder tout ce qu'il a fait pour nous élever. Tu crois qu'on s'est déjà demandé s'il nous aimait? C'est bon, maman, je la connais par cœur, ton histoire. T'avais même pas le droit de jouer dehors et il t'a retiré de l'école à 13 ans. C'est quoi cette vie? Un film d'horreur? Ça n'a rien à voir. C'était une autre époque. Et s'il m'a retiré de l'école, c'est parce qu'il avait besoin de moi pour s'occuper de mes frères et sœurs. Il a fait de nous des gens bien. Tu crois que c'est en enfermant ses enfants qu'on en fait des gens bien? Personne ne t'enferme, toi. Si, Je peux jamais rien faire avec vous. J'ai même pas le droit de porter un jean. c'est ça qui te rend malheureuse, parce qu'on ne veut pas que tu t'habilles comme un cow-boy. C'est la mode. Tu comprends rien? Tu vois, la mère de Julie, elle est jeune dans sa tête. Avec sa fille, on dirait 2 copines. 2 copines. Ma mère adore faire traîner la dernière syllabe pour souligner son étonnement. C'est son côté dramaturge. Tu crois que j'ai fait des enfants pour m'en faire des amis? Toi, c'est pas ça, être mère. Ça, c'est avoir peur. Je veux dire qu'elle est moderne, la mère de Julie. Elle travaille dans un bureau et elle conduit une voiture. C'est la mère de Julie ou le père de Julie dont tu parles? Hein? Tu crois que j'ai envie de prendre exemple sur cette femme qui achète des cigarettes à sa fille? Hein? Une mère qui tue son enfant et qui lui emprunte ses pantalons? C'est normal, elles font la même taille. Et alors, je suis grosse. Où est le problème? Je ne suis pas mannequin. Tu sais, quand on était réfugiés au Maroc pendant la guerre, manger de la viande, on en rêvait la nuit. On souffrait de la faim. Maintenant, grâce à Dieu, je suis bien portante. La mère de Julie, elle lui demande jamais de faire la cuisine ou la vaisselle. On dirait qu'il n'y a que ça qui compte dans ta vie. Ta sœur Mina, elle adore m'aider à la cuisine. Et toi? Et voilà, c'est reparti avec les comparaisons. Et quand tu vas te marier, hein? Tu veux que je t'envoie chez ton mari sans avoir rien appris? Je m'en fiche. Je ne me marierai jamais, de toute façon. Un couteau de boucher enfoncé profondément sous le plexus aurait eu moins d'effet sur ma mère. Les conflits sont devenus de plus en plus fréquents. Avant ça, on n'avait jamais entendu une porte claquer à la maison. Et puis, il y a eu une période où ça claquait si souvent que mon père, furieux, a dévissé la porte de la chambre des filles pour accrocher un rideau à la place. Essaye de claquer le rideau maintenant. Ma mère a même pensé à faire exorciser Dounia. Elle lui a finalement interdit de traîner avec cette Julie de malheur qui lui causait tant de soucis. Elle est maudite, cette fille, elle est maudite. Après le divorce de ses parents, Julie fit une tentative de suicide, ce qui a ému tout le voisinage,
à une exception près. Ma mère promenait son petit sourire narquois sous le nez de Dounia. Alors, tu vois, si la vie de ta copine Julie était si bien que tu le dis, elle n'aurait pas voulu mourir. Silence pesant, regard plein de haine, virevolté de cheveux, et pour finir départ en trombe vers la chambre sans porte. T'as pas de cœur, maman, t'as pas de cœur. S'il y avait eu une porte, c'est certain qu'elle aurait claqué de nouveau. Une séquence digne des séries mexicaines doublées en arabe, dont ma mère raffole. À vrai dire, Dounia et maman n'ont rien à envier aux drama queens des telenovelas. Les années suivantes, la situation avec Dounia a empiré. Le monde extérieur était plein de Julie Guérin. Et les tentatives de mes parents pour retenir leur fille au sein du cocon ont toutes été vaines. Les intimidations et les punitions ne fonctionnaient plus. Ma mère, qui était pourtant si habile au jeu de la culpabilisation, avait tiré toutes ses cartouches. Les palpitations soudaines et les hausses de tension n'y changeaient rien. On avait déjà perdu Dounia. Le padre, lui, s'était résigné. Il préférait éviter les conflits et s'est mis à se comporter comme si sa fille n'existait plus, en ne répondant même pas aux appels au secours de ma mère. Fais quelque chose, Abdelkader. Il préférait réparer les bicyclettes des enfants du quartier, terré dans sa cabane au fond du jardin. Dounia rentrait de plus en plus tard sans rendre de compte à personne et ne racontait que très peu de choses sur sa vie. Elle ne prenait quasiment jamais ses repas à table avec nous et restait seule dans son coin, le nez dans ses livres. Studieuse, elle était toujours première en tout. Et après avoir obtenu son bac avec une mention très bien, elle a entamé des études de droit tout en trouvant le temps d'avoir un job. La métamorphose était lancée. En quelques mois, ses rondeurs ont disparu, son appareil dentaire aussi. Elle avait troqué sa paire de lunettes d'intello contre des lentilles de contact, opté pour un lissage et avait même commencé à se maquiller. Elle était devenue distante, sèche, terne, mais je devinais déjà qu'à l'extérieur, elle était une toute autre Dounia. L'été de ses 20 ans, elle a dit ne plus vouloir nous accompagner pour les traditionnelles vacances au bled. Cette décision a été vécue comme une vraie rupture du côté des parents. Jusque-là, ils avaient tous les deux l'espoir que ça lui passerait. C'est la crise de l'adolescence, ça. C'est quoi, ça? Un virus? Une maladie? Tu vois? Ça ne s'attrape qu'en Europe, ce genre de maladie. Si tu ne m'avais pas amené ici et qu'on les avait élevés en Algérie, Dounia n'aurait jamais attrapé la crise de l'adolescence. Oui, mais si je ne t'avais pas amené ici, à l'heure qu'il est, tu serais en train de traire une vache, de nourrir des poules, tu laverais ton linge dans l'oued et tu irais chercher de l'eau, puis... Oh, arrête, hein, avec tes idées bêtes. Tu sais bien qu'ils ne vivent plus comme ça. Ils sont mieux que nous. Les Algériens, ce sont les Américains du Maghreb. Tu veux savoir ce que je pense? Si tu ne m'avais pas amené ici, je verrais ma famille tous les jours. Et dans mon jardin, j'aurais planté des citronniers et des amandiers, au lieu de voir pousser des panneaux stop et des machines à laver rouillées. Je n'étais alors qu'un gosse occupé à jouer à la guerre de Troie dans le jardin. Mais je me souviens bien que l'éloignement de ma sœur avait brisé quelque chose dans la famille. J'aimais beaucoup Dounia, parce qu'elle me demandait mon avis sur un tas de choses, et aussi parce qu'elle avait de l'oseille plein le portefeuille. Il y avait tellement de billets qui en dépassaient que je la croyais millionnaire.
C'est elle qui m'a acheté ma première console de jeux vidéo et qui me payait le cinéma de temps en temps. Tout en suivant un cursus universitaire brillant, elle était serveuse dans une brasserie chic du centre-ville qui s'appelait la Cour des Miracles. Un samedi, elle m'y avait emmené et m'avait fait promettre de ne rien dire aux parents. Elle ne voulait pas qu'ils l'apprennent, car elle avait des remords à l'époque. Pour mon père, qui avait pas mal d'idées arrêtées, une serveuse, c'était rien d'autre qu'une prostituée avec un plateau dans la main et un tablier autour de la taille. J'avais gardé le secret par loyauté, bien sûr, mais aussi parce que je rêvais qu'elle m'offre cette paire d'Adidas Stan Smith pour rentrer au collège. Dounia s'était fait une bande de copines qui étaient des clientes de la brasserie. Elles buvaient du vin blanc et laissaient des traces de rouge à lèvres sur les bords de leurs verres. Je me rappelle qu'elles riaient tout en soufflant la fumée de leurs cigarettes qui semblait envahir la salle dans ses moindres recoins. Elles portaient des jupes courtes et l'une d'entre elles n'arrêtait pas de demander à une autre « Tu crois qu'il va me rappeler, hein? Tu crois qu'il va me rappeler ?» En somme, un groupe de Julie Guérin, d'une 20aine d'années, qui avait aidé ma sœur à révéler la Christine qui sommeillait en elle. En les observant, je m'étais dit « Je suis sûre que ces filles ne plairaient pas à maman. » Et puis, en revenant des WC, j'ai vu Dounia reposer un verre de vin précipitamment et mettre une cigarette allumée dans la main d'une des Julie assises autour de la table. Embarrassée, elle m'avait dit « Fais pas cette tête !» Ensuite, elle avait fait le signe « Chut !» suivi d'un clin d'œil complice. À 10 ans, ça m'avait choqué. Après avoir quitté la Cour des Miracles, dans le bus, j'étais resté silencieux. Pourquoi tu dis rien, Mourad? Pour rien. C'est parce que tu m'as vu boire, c'est ça? Je faisais mine de m'intéresser à ce qui se passait dans le fond de l'autobus. Je me sentais trahi. Oui. Et fumé encore. C'est de ta faute. Tu pisses trop vite. Bon, t'en parles à personne, hein? Tu jures? C'est bon. Juré. Je dirai rien. Dounia? Quoi? Tu manges du porc aussi? Du porc? Ça va pas, non? T'es malade? Dounia? Quoi encore? Tu pourras m'acheter ma paire de Stan Smith? Ok, j'ai pigé. Bon, tu dis rien à personne et on va au magasin de sport dans la semaine. Alors elle m'a refait son espèce de clin d'œil complice que je commençais à détester. 3 paires d'années ont passé. Dounia a réussi brillamment sa formation et est devenue avocate comme elle le voulait. Malgré la tension ambiante, ma mère a néanmoins souhaité nous réunir autour d'un bon repas. La nourriture, toujours. Sa manière à elle de fêter la réussite de sa fille. Elle était fière dans le fond, même si elle avait dit à Dounia, qui venait d'annoncer son admission au barreau de Nice quelques jours plus tôt. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, hein, à ton âge. Tu n'es toujours pas mariée. Le poulet aux olives avait refroidi. Dounia, vexée, n'était pas venue. Ma mère était au bord du malaise. Sa tension était montée à 17,6. Quant au padre, il est sorti dans le jardin et s'est mis à déchiqueter nerveusement les herbes hautes qui bordaient l'allée. C'en était trop pour ma mère. À part quelques maladresses, elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour en arriver là. J'ai tout fait pour rendre mes enfants heureux. Son problème, c'est qu'elle aurait voulu naître dans une autre famille. Elle a toujours envié les autres. Elle aurait aimé être une Française. Voilà la vérité. Mina, qui avait été proche de Dounia dans l'enfance, ne lui parlait quasiment plus. Elle nourrissait de plus en plus de rancune à l'égard de cette sœur qu'elle considérait comme la cause de tous nos ennuis.
en particulier ce jour de septembre 2001, le mardi 11 septembre 2001 exactement. J'avais 16 ans et un léger duvet au-dessus des lèvres. Je me rappelle que je voulais me raser ce matin-là, et puis finalement, j'ai décidé d'attendre encore un peu pour devenir un homme. Toute la planète était en état de choc, et nous aussi. Très loin de New York se jouait une scène tout aussi dramatique. Une catastrophe de grande envergure, un genre d'attentat familial. Dans le rôle des tours jumelles du World Trade Center, mes 2 parents, indestructibles en apparence, et dans le rôle des 19 terroristes, Dunya. Elle avait fait ses bagages. Dehors, devant la maison, il y avait une voiture dont le moteur tournait, coffre ouvert. Je regardais discrètement à travers le rideau du salon. Assis à la place du conducteur, un genre de jeune ténor du barreau. Il portait une montre énorme qui devait donner l'heure jusqu'à l'autre bout de la rue. Elle pendait à son poignet poilu et maigre. Sur le nez, une paire de lunettes de soleil qu'on ne met que pour skier. Je trouvais ça ridicule. Mais ça me déstabilisait parce qu'il regardait dans ma direction. Et j'étais incapable de savoir s'il voyait que je le voyais. En guise de réponse, il m'avait fait un signe de la main. J'ai refermé le rideau brusquement. Lui, il me comprend, au moins. Vous ne comprenez pas. Et vous ne comprendrez jamais. La voix aiguë de Dunya résonnait dans l'entrée tandis que ma mère faisait un geste avec les mains qui semblait traduire son impuissance. Mina était tellement nerveuse que ses lèvres en tremblaient. « Mais c'est toi qui comprends rien. T'as pas honte de faire ça aux parents? Tu fais souffrir tout le monde, espèce de sale égoïste. Fous le camp avec ton mec, sale vendu, et laisse-nous tranquilles. On sera mieux sans toi. » Ma fille, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ma mère s'est tenue la poitrine si fort que j'ai cru que sa main allait s'y enfoncer jusqu'au cœur. De toute façon, si je m'en vais, je manquerai à personne. Vous m'avez jamais aimé. C'est le diable qui te souffle des mauvaises choses. Ne pars pas, ma fille. Laisse-la se barrer, maman. Qu'elle se casse. Si je vous avais laissé faire, vous auriez été un frein dans ma vie. C'est la vérité. J'assume. Je suis libre. Je vous laisserai pas me choisir un mari ni m'enfermer dans cette maison. À cet instant, la première tour est tombée. Patatras. Mina n'était pas loin. Elle a un peu amorti la chute de ma mère et a crié « Vite, Mourad, un verre d'eau, un verre d'eau !» Bien sûr, il faudrait imaginer tout ça en mode telenovelas mexicaine. Mon père, qui était resté impassible jusque-là, a fini par parler. « Si tu sors de cette maison, tu ne reviens pas. » De toute façon, entre vous et Daniel, j'ai choisi, c'est lui. Patatras, la deuxième tour s'est effondrée sur un fauteuil du salon, mais ça compte quand même. Dunya est partie, les yeux embués, sans se retourner, entraînant de tout son corps aminci une valise qui paraissait peser 100 kilos. Spontanément, je me suis dirigée vers elle pour l'aider, mais mon père m'a retenue par l'épaule. Je l'ai regardé s'engouffrer dans la voiture, avec la valise de 100 kilos, avec Daniel, son poignet poilu, et l'énorme montre qui donne l'heure jusqu'à la lune. Voilà comment Dunya nous a quittés, après avoir attendu désespérément que mes parents adoptent la bonne manière de l'aimer. Personne ne l'a revue pendant près de 10 ans. Prête-moi ta plume.
Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Zuber Ketani. Prête-moi ta plume. Aux portes du désert, j'ai entendu ce bruit. C'était pas une voix, ce n'était pas un cri. C'était un son étrange, comme le fait un ange, qui me parle de toi, sans jamais rien savoir de ce que c'est. Pour ça, de ce qui est. Alors, entre toi et cette étoile qui me guide tout bas, j'ai dû avoir à vivre des moments comme ça, qui disent qu'aujourd'hui rien n'est jamais trop tard, qui disent même plus rien, et ça me fait du bien de ce que c'est. Pour nous, de ce qui est encore. Toi l'homme libre qui marche dans la rue, ne perds pas la fibre dans ce monde décousu. Cherche pour ton âme une voile pour ton voyage, dresse contre le drame, tu sais, rien n'est perdu. Tout près de cet endroit, quelque chose m'a surpris. C'était comme un appel, une voix qui murmure. C'était un beau langage, comme le vent du rivage, qui me parle de toi, sans jamais rien savoir de ce que c'est. Pour nous, de ce qui est, peut-être. Entre nous et chaque jour qui m'approche de toi, j'ai dû avoir à vivre des moments comme ça. Ce sont des choses étranges, comme le font les anges, qui me parlent de toi, mon ami, de ce monde, de ce que c'est. Pour nous, de ce qui est encore. Toi l'homme libre, tu cherches dans tes passions, ne laisse jamais ta vie sans vertu ni raison. Trouve pour toi-même où d'autres font naufrage, tandis comme tout ça, peu importe ton âge, tu vivras du soleil, des lumières éternelles, car les hommes comme ça ne peuvent que venir d'elle, et que les vérités nous parlent, comme le font certaines, tes idées, tes gestes, tes mots, et de ton amour. Prête-moi ta plume.
لو تفتش العالم وتقلب الدنيا قليب قليب ما توجدك الأب والأم الوالدين ما يكونش حبيب. أنا نقول والله يعلم الوالدين ما يكونش خلاص. الناس تصيب كتير من الحباب لا من فيهم يرفد بالك. في ساعة الضيق قليل من ينصاب في الشدات اللي غير أهلك تلقاهم واقفين على كل باب بكل وسيلة يفديوك. انت ما راكش قري لهم حساب وهم عليك فنا والرشاش. كل ما تدبر وتخمم وكيما تدور ما تصيب. لو تفتش العالم وتقلب الدنيا قليب قليب ما توجدك الأب والأم الوالدين ما يكونش حبيب. أنا نقول والله يعلم الوالدين ما يكونش خلاص. براسك العزيز يحلفوا اللي عندهم عزيز وغالي إلا كشما سمعوا وعرفوا لا منهم يبقى تالي خير وإلا شر يتكلفوا. عند الطالب طبيب جميع والي إلا ما عندهم شي يسلفوا ويرهنوا بالعزاز والرخاص. كل ما تدبر وتخمم وكيما تدور ما تصيب. لو تفتش العالم وتقلب الدنيا قليب قليب ما توجدك الأب والأم الوالدين ما يكونش حبيب. أنا نقول والله يعلم الوالدين ما يكونش خلاص. براسك العزيز انت حياتهم يا خويا عندهم انت هو مم العين مصغور حتى تعود بالدرية. داك وين زيد لك بدت مرتين المال والبنون حياة الدنيا. في كتاب رب العالمين غير حسن والديك بالنية يقطعهم بكل إخلاص. فرح والديك في الحياة قبل ما يروحوا عليك وتندم ولا تنهرهم شيهات معاهم معرف كاش تتكلم. ادعي لهم بالرحمة في الصلاة ياك من وراهم انت ترحم. وادعي للي يحيي واللي مات إلا كان في قلبك إحسان. يا ونهار الحد عنده قفلة الساعة في يد العساس الأيام تمر بغفلة واحنا راقدين في بحر نعاس. نفقد ساعته رحمة ولا اسكن في قبر بالقياس. الله يرحم من مات وخلى كيما نهار جا راح فراش. الصحة والتاريخ اقباله طريق العنب تاع فلاس. الدنيا حلوة وكي دفلة ما فيهاش امان خلاص. وطريق العافية معدولة ماشيين فيها كل الناس. بالحق الاخرى خير من الاولى واش يمثل الذهب للنحاس. يا
سعد من دار الخمسة كاملة وبداها من راس الاساس، شهد بالله صلى وزكى، صاموا في الحج وزار سيد الناس. يا سعد من دار الخمسة كاملة وبداها من راس الاساس، شهد بالله صلى وزكى، صاموا في الحج وزار سيد الناس، وسبح باسم الاله الاعلى، وداروا من التقوى لباس، دعوتوا عند ربنا مقبولة، يضحى في شرقية لاباس. كل ما تفكر وتخمم وكيما تدور ما تصير، لو تفتش العالم وتقلب الدنيا قليب قليب، ما توجد كي لا اب ولا ام، الوالدين ما يكونش حبيب. انا نقول والله يعلم الوالدين ما يكونش خلاص، الوالدين ما يكونش خلاص، اللي بحالهم مو حال خلاص. الله يسلمك الله يسترك. واحد ربي عطاه كيما حب يسيب، والاخر ربي بلاد ما حنتو صابر. واحد مرضو طال مجبر لطبيب، والاخر مثلي عابر. واحد ساعة دوام وبقى مدة غريب، والاخر فكره كي بحالي مسافر. شاش العقل وذاق حالي وتألم، وطلع لي ضر في قلبي رشاه. نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دونه ولا حذاه. اوعد كل الخلق بالدعاء ورسم، وحشا من يخيب من طلبه ودعاه. غامق مظلم من بطن الحوت، خرجوا سالم الجاه. موسى في قصته مع الطاغي المجرم، حفظوا أنفي وغرق الظلام عداه. الخليل تلاح في داخل مجحم،
حر النيران برد وبرهان وطفاه. يوسف ماذا شاف في السجن من الهم؟ سرحت وشفيت من بصر وباباه. شاش العقل وذاق حالي وتألم، وطلع لي ضر في قلبي رشانه. نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دونه ولا حباب. اوعد كل الخلق بالدعاء ورسم، وحشا مني خيب من طلبه ودعاه. شاش العقل وذاق حالي وتألم، وطلع لي ضر في قلبي رشانه. نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دونه ولا حداه. اوعد كل الخلق بالدعاء ورسم، وحشا مني خيب من طلبه ودعاه. والأنبياء كل حمد بنطق سمانه. رجع غربتي كل جاني متحتم، فرج عنه ويرجع السيل المجراه. شاش العقل وذاق حالي وتألم، وطلع لي ضر في قلبي رشانه. نستجب للي خلق كل العالم، وحده لا شريك دونه ولا حداه. اوعد كل الخلق بالدعاء والصم، وحشا مني خيب من طلبه ودعاه.
وذمم وش يدير العبد في خصلة معطانا ظني فيك كبير يا نعم الحكم واللي طلبك ما يصيب الا مرضانا بن فاطمة قال ذي الكلمة واختم بالصلاة عليك يا رسول الله.